Il a été médecin, avocat ou pilote de ligne, mais avant de devenir le héros du film « Arrête-moi si tu peux », Frank Abagnale Jr. était un escroc à la petite semaine. Comment un adolescent de 16 ans en arrive-t-il à falsifier des chèques ? Qu'est-ce qui le pousse à aller toujours plus loin ? Quand Joseph fait la connaissance de Nico, il trouve en ce collègue de travail un véritable ami. Un ami qui pourtant ne partageait pas tous ses secrets. Vous écoutez Transfert épisode 160, un témoignage recueilli par Nina Pareja. J'ai 26 ans et je viens de terminer mes études. Je suis allé 1 an aux États-Unis après ces études et en revenant à Paris, je cherche un travail dans les ressources humaines puisque c'est ma formation initiale. Et en discutant avec des potes autour d'un verre, je leur dis que je cherche un job et ils me parlent de leur agence. Ils travaillent dans une petite agence à Paris qui est en train de grossir et ils veulent eux se structurer. Et le but, c'est de trouver quelqu'un justement qui va gérer les ressources humaines. Donc il va vraiment remettre tout à plat pour pouvoir être plus efficace. En arrivant dans cette boîte, moi je suis sur toute la partie RH et la partie RH est souvent liée à la partie financière. Dans les boîtes, on travaille en duo tout le temps. Et je ne savais pas, mais le premier jour de mon arrivée, on m'indique qu'il y a une recrue qui va arriver la semaine suivante pour lui structurer toute la partie finance. Donc ce que je vais faire moi sur la partie RH, lui va le faire sur la partie finance. Première semaine, je découvre les équipes. La boîte est assez jeune, les gens sont hyper accueillants, hyper chaleureux, donc du coup ça permet de prendre facilement sa place. Une semaine plus tard, mon collègue de la finance arrive pour lui structurer toute cette partie-là. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré puisque son recrutement a été fait avant mon arrivée. Donc il s'appelle Nicolas, on l'appelle très vite Nico. Il se présente en se disant qu'on peut avoir un diminutif. Et il est hyper souriant. Je suis assez surpris parce que j'ai une image assez, on va pas dire négative, mais assez stéréotype des gens de la finance, de la compta, etc. Et au contraire, il correspond hyper bien à la boîte. Il est plutôt jeune, il a 1 année de moins que moi à peu près. Quand il se présente auprès de tout le monde, il a, au-delà de son sourire hyper communicatif, sa façon de parler est hyper claire. Ce qui me rassure, c'est de se dire qu'on est tous les deux sur 2 sujets différents, mais qu'on a vraiment envie d'apprendre parce qu'on est assez jeune et qu'on a envie d'y aller. Hyper rassurant de me dire que sur ces premiers contacts qu'on a l'un envers l'autre, on va pouvoir s'entendre, ou en tout cas, il y a vraiment un premier contact qui est hyper positif, donc je suis hyper rassuré par rapport à ça. Les premières semaines, on est donc dans cette agence, qui est une petite agence, tout est en open space, donc il n'y a aucune confidentialité entre les bureaux, et on est placé, nous, sur des bureaux qui sont juste à l'entrée. Donc on se prend vraiment les entrées, les allers-retours, etc. Ce qui est hyper compliqué quand on fait un job qui peut être du coup un peu confidentiel, c'est qu'on a besoin de cette confidentialité, de pouvoir discuter de sujets que les autres équipes n'ont pas forcément à entendre. Ça fait pas très longtemps qu'on travaille tous les deux, mais on est dans notre quotidien. Et c'est donc une petite agence avec de superbes ambitions. C'est génial pour apprendre. C'est vraiment canon pour un premier job. Mais c'est épuisant. On en demande beaucoup aux équipes. Comme beaucoup, j'ai ce qu'on peut appeler le syndrome de l'imposteur, en me disant c'est pas fait pour moi, etc. Et je pars le vendredi en Normandie chez mes parents, vu que je suis normand. Après avoir discuté avec ma famille de ce nouveau travail, c'est trop de stress, trop de pression, je me sens pas à place, je suis pas capable de le faire, très clairement. Il y a trop d'enjeux. Donc tout le côté hyper positif du début, à se dire on va structurer toute la boîte, ça va être super, se transforme en plutôt négatif. Et je reviens le lundi complètement dépité au bureau. Et je retrouve Nico, avec qui je travaille depuis quelques semaines maintenant. Et il voit très bien à ma tête que ça va pas. Et je lui dis non, en effet, ça ne va pas. Et on en discute beaucoup. En fait, il me dit, mais t'inquiète pas, on est tous les deux dans le même panier. Moi aussi, c'est hyper prenant, mais en fait, il faut qu'on y aille à 2. On est arrivés ensemble, on est sur 2 fonctions qui sont très complémentaires. Si tu pars, je pars, ne pars pas, et on se soutient, et on est là vraiment l'un pour l'autre. Donc, on va trouver des solutions pour que tu puisses rester et que tu puisses retrouver la motivation. Et il est vraiment moteur de solutions et se dit mais on va essayer de réagencer aussi les bureaux, les différentes équipes pour qu'on puisse se trouver un bureau. Et en fait, il y a un bureau qui est fermé, qui est un peu un bocal, ou en tout cas il y a des baies vitrées qui ferment tout ça, mais c'est ce bureau qui est fermé, qui est très peu utilisé parce que c'est le bureau du boss à la base. Et lui, l'utilisant très peu, il me dit on va essayer de négocier pour pouvoir récupérer ça et au moins on sera tous les deux en mode confidentialité totale. Et ce sera beaucoup mieux que d'être installé un peu à l'arrache sur nos bureaux à l'entrée où il y a le passage où on peut parler de rien et du coup ça renforce aussi ce sentiment de on va pas s'en sortir. On va y arriver, tu m'as vraiment relevé le moral, ou en tout cas j'y crois un peu plus. Je reste, je m'engage à ce qu'on fasse un bon duo et on y va quoi. À partir de ce moment-là, on arrive à négocier ce bureau, à réaménager quelques équipes, etc. Donc pour avoir un peu une meilleure organisation.
Et on se retrouve tous les deux donc dans ce bureau qui est beaucoup plus confidentiel, où on peut parler sans se soucier voilà, de savoir si quelqu'un va arriver, va entendre ou quoi que ce soit. Et forcément, ça amène des discussions plus perso. On arrive à parler de nos vies et le lundi, on se raconte nos week-ends. Ça nous permet de découvrir qu'on a en plus pas mal de choses en commun qui vont être sur nos âges, on le savait, sur la musique qu'on écoute très bien, sur le fait qu'on soit tous les deux en couple avec des mecs. Et du coup, forcément, ça permet encore plus d'avoir le côté sécurité qu'on va avoir l'un envers l'autre, à se dire il n'y a rien à prouver, il n'y a pas à mentir sur telle ou telle chose. Donc on s'élargit plus sur ce côté perso qu'on n'avait jamais eu auparavant. On se rapproche, on a parlé de nos vies et on sait qu'on a plein de choses en commun. Et forcément, comme deux bons collègues qui apprenons à nous connaître, on arrive un peu plus à se dire ce qu'on pense de tel ou tel collègue, de celle qui vient pleurer tous les matins parce qu'elle a trop de boulot, à celle qui s'habille n'importe comment. C'est pas forcément très intelligent, mais en tout cas, ça nous détend et c'est vraiment cette relation qui naît sur ce côté-là. Sur le boss aussi, le boss est hyper complexe, il a plein d'ambitions, il est super, mais il faut réussir à le suivre, il a 1000 idées à la minute. Il te demande de faire quelque chose et en fait, il s'en sert jamais. Mais ce qui permet de se soutenir encore une fois, de se dire, on est en zone de sécurité tous les deux. Du coup, quand tu pètes un plomb, tu me le dis. On réagit pas à chaud, on reste factuel et on fait en sorte que voilà qu'on s'entraide pour pas juste avoir envie encore une fois de se barrer et juste de détester tout le monde. J'ai de plus en plus confiance en lui parce que j'ai pu lui dire plein de choses sur ce qui allait, sur ce qui n'allait pas. Et il a toujours réussi à me rassurer. Il a toujours réussi à faire en sorte que, en fait, je reste et que je continue un peu l'aventure. C'est quelqu'un avec qui je partage mon quotidien. Je suis hyper content de le retrouver le matin quand je viens bosser. Donc j'ai, totale confiance en lui. Ce qui est hyper intéressant dans notre relation pro, c'est qu'on est très complémentaires. Il y a d'un côté ma partie qui est donc du coup la partie RH et lui sur la partie financière. Et souvent, les financiers voient les personnes comme des chiffres. Une personne correspond à un salaire qui correspond à tant de dépenses. Et à contrario, le RH a plus la partie humaine. Donc ce qui est génial, c'est que moi, j'arrive vraiment à lui faire s'adresser différemment aux équipes sans leur faire sentir que ce sont juste pour lui des chiffres. Et moi, j'apprends beaucoup plus sur cette partie financière, à me dire, en effet, chaque personne est un budget et du coup, chaque budget une dépense, etc. Donc, on se pousse vraiment l'un et l'autre sur cette évolution pro. On est aussi très différents sur nos parcours. Lui sort d'une grande école de commerce. Moi, j'ai fait une licence d'une école publique, etc. Donc, on est vraiment sur deux parcours différents. Moi, j'arrive tout juste à Paris. C'est mon premier job. J'ai pas un salaire mirobolant du tout. Donc, je pars peu en week-end. Et lui a toujours des trucs incroyables à raconter sur les week-ends qu'il passe à droite, à gauche. Il part 3 jours à Majorque, 4 jours là. Enfin, il est toujours en train de bouger. Il nous raconte tous ses week-ends, tout ce qu'il fait. Et son Instagram est blindé de photos de ses super voyages, dans ses super hôtels. C'est toujours, on voit les vues absolument incroyables en bord de mer. Il est toujours aussi habillé avec des grandes marques, ou en tout cas, il a toujours des super fringues. Je me fais un raccourci très simple en se disant, je vois les payes d'un peu tout le monde. Donc, je me rends compte que pour avoir un train de vie aussi important, à mon avis, c'est que du côté familial, ses parents doivent être, doivent avoir pas mal de thunes pour pouvoir financer tous ces voyages. Ce qui est hyper agréable, c'est qu'il nous raconte donc tous ses voyages et on voit toutes ses photos, etc. Mais il est hyper accessible. Il n'y a pas un moment où il se la pète à raconter de ces trucs-là. Il est content de nous montrer les photos, mais comme n'importe qui, moi, quand je pars en week-end, je montre les photos. Donc, il a vraiment ce côté accessible et pas du tout pédant, pas du tout prétentieux. Ce qui rend le personnage encore plus agréable à côtoyer. Donc on est dans notre bureau fermé. On a pas mal de boulot et on mange pas forcément tous les midis avec les collègues à l'extérieur ou quoi que ce soit. Donc souvent on va chercher à manger. On ramène à manger et on mange dans notre bureau devant notre écran, on finit ce qu'on a à faire. Et du coup, forcément, notre bureau est fermé. Il n'y a pas d'aération ni rien. Donc après les déjeuners, que ce soit la nourriture qu'on vient de manger, et alors ça a beau être bon, c'est un peu chiant de se garder cette odeur dans notre bureau, qu'on peut pas ouvrir ni rien. Hein. Je rappelle qu'on est vraiment dans une boîte. Hyper sympa. Nico revient après un déjeuner avec une grosse bougie, un truc qui sent hyper bon en se disant, c'est bon, j'ai trouvé la solution, on peut déjeuner tranquille, on allume notre bougie. Je suis un peu touché par cette attention, donc c'est pour nous deux. C'est pas grand chose, mais se dire, au moins, il a pensé à acheter cette bougie pour que ça nous serve à tous les deux. Je trouve ça assez sympa et je trouve ça assez cool. Et détail, mais je vois que c'est une bougie qu'on trouve facilement en para ou en pharmacie et qui coûte assez cher. Ce qui est hyper agréable, c'est que j'ai l'impression qu'il me prend un peu sous son aile et que on a une relation qui est un peu fraternelle. C'est beaucoup dire, mais en tout cas, c'est hyper agréable de se dire que on se connaît bien, on connaît toute notre vie. Il y a aucune drague entre nous, ce qui est aussi hyper agréable et qui rend la relation hyper saine. On est vraiment une team qui avançons et il me prend en effet un peu sous son aile.
Depuis quelques semaines et depuis que je suis arrivé, on parle souvent de mon salaire. Je suis arrivé sur un salaire assez bas. Premier job, j'ai pas du tout négocié comme il le fallait. Donc il me dit, t'es vraiment pas assez payé, va négocier. C'est pas possible de rester avec cette rémunération-là. Et je n'y vais pas. Et c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, mais ressources humaines, et je ne vais pas négocier. Mais lui revient une après-midi. Enfin, il revient d'une réunion et il me dit, bon, c'est bon, j'ai négocié, ton augmente. Et je me dis pardon. Il me dit c'est bon, j'ai discuté avec le boss, on est d'accord, voilà, t'as une augmente du coup qui est rétroactive au début du mois, donc à partir d'aujourd'hui tu passes à tel salaire. Et je suis en mode trop cool, on est une vraie team, donc je le remercie. Je sais pas trop quoi faire pour le remercier, mais je trouve ça vraiment très cool. Forcément, sur ces relations avec les collègues qui se passent bien, en fin de journée, en fin de semaine, on va régulièrement boire des verres. Alors soit avec les équipes, enfin qui est dispo vient, ou tous les deux quand personne n'est dispo, mais on boit régulièrement des verres à la sortie du taf pour discuter de la journée et de trucs positifs, et ce qui nous a un peu saoulés. Ça fait à peu près 1 an que je travaille dans cette agence. Et un vendredi soir, on organise un pot, la boîte organise un pot où chacun peut ramener quelqu'un pour créer un peu cette communauté. Et je me dis, c'est clairement l'occasion, enfin, que mon mec puisse rencontrer Nico, parce qu'il en entend parler depuis hyper longtemps. On n'a jamais eu l'occasion de se croiser, il ne le connaît pas physiquement. Donc je suis hyper content de pouvoir le présenter, de pouvoir les présenter enfin l'un à l'autre. Mon mec arrive, la soirée commence, et Nico n'est pas là. Donc je l'appelle pour savoir où il est, et il me répond en fait qu'il est pas dispo et qu'il est dans le Marais parce que Gucci vient d'ouvrir un nouveau magasin et qu'il a accès aux ventes privées d'ouverture, et qu'en fait il est en train de boire du champagne avec un de ses potes donc dans ce nouveau magasin. Et il nous envoie une photo donc de lui chez Gucci avec sa coupe de champagne, son pote en train de faire du shopping. Je comprends qu'il viendra pas, il est chez Gucci très bien. Et je lui dis, on se revoit lundi, passe un bon week-end. Il me dit, mais non, lundi, je suis pas là, je suis en vacances, je vais à Miami avec mon mec. Et je me dis, ah oui, c'est vrai, on a entendu parler de Miami. Écoute, bonnes vacances, ramène-nous, envoie-nous des photos, ramène-nous du soleil et profite bien des États-Unis. Le mercredi, je suis au bureau avec le stagiaire de Nico, pendant que lui est en vacances, et j'ouvre le courrier. Normalement, chacun se débrouille avec ses enveloppes. Mais là, je prends tous les courriers qui lui sont destinés, donc tous les courriers de la banque, je les ouvre pour les trier et lui préparer son retour. Et je vois sur un des courriers qu'il y a un mouvement de 500 € d'un retrait en carte bleue. Ça m'interpelle puisque Nico est le premier à nous dire de ne jamais retirer d'espèces avec la carte bleue pro. Je prends ce courrier-là et je le donne à son stagiaire en lui disant « Écoute, c'est très étonnant, il y a un retrait de 500 €, on sait très bien qu'il n'y a pas le droit. Est-ce que tu peux regarder sur le compte en ligne si tu vois pas d'autres mouvements un peu étonnants pour qu'on puisse anticiper ces trucs-là ?» Son stagiaire se connecte sur la banque en ligne et me regarde en me disant « Écoute, c'est très étonnant, mais il y a un compte que je n'avais jamais vu, dont j'ai pas connaissance de quoi que ce soit, hyper bizarre. » Donc je dis « Écoute, regarde ce qu'il en est, à quoi ça correspond, est-ce qu'il y a forcément une raison pourquoi ce compte existe ?» Et il me dit le dernier mouvement qu'il y a sur ce compte, c'est un paiement de 180 $ d'une dépense aux États-Unis. Donc je me dis, ok, hyper étonnant, est-ce qu'on s'est fait voler, pirater, etc. On ne sait pas. Et je lui dis, donne-moi l'intitulé du virement, en tout cas du paiement, pour qu'on puisse retrouver ce que c'est. Et je vois que ces 180 $ correspondent à un restaurant situé à Miami. On se regarde et il y a un peu un gros blanc où on se dit, non, c'est pas... Enfin, ouais. Et il y a un petit flottement et on comprend qu'en fait, on se doute que Nico a quelque chose à voir avec cette dépense à Miami de ce restaurant. On est un peu abasourdi quand même en se disant n'allons pas trop vite sur ces conclusions, mais regarde s'il n'y a pas d'autres dépenses qui peuvent être surprenantes ou peu importe. Donc il descend les lignes de compte sur le compte en ligne et il me dit tiens, là il y a un montant d'à peu près 560 €. Pareil, je vois pas à quoi ça correspond, donc on recommence et je lui dis écoute, donne-moi l'intitulé. On regarde l'émetteur de cette dépense et il me semble que ça correspond à un magasin Gucci. Et je me dis, mais où était Nico vendredi dernier? Chez Gucci dans le Marais. Donc je regarde le stagiaire de Nico et je lui dis, écoute, je vais aller voir en boutique directement, disant que notre collègue a fait un achat pour un cadeau client, qu'on n'a pas la facture, qu'on doit justifier cette dépense à la compta, etc. J'enfile ma veste et je vais directement dans la boutique Gucci. Et le vendeur me dit « Ah oui, très bien, je vois très bien de qui vous parlez. Oui, votre collègue est venu. C'est étonnant parce qu'il n'a pas mis la facture à son nom, mais au nom de son copain avec qui il était. Mais tenez, voici le duplicata. » Donc je ressors avec la facture, je vois que c'est des chaussures qui ont été achetées. Et du coup, je me dis que ça peut pas être un cadeau client. Puisqu'on a toujours le doute de se dire « Bon, peut-être que c'est des dépenses qui sont faites pour la boîte. » Mais là, ça semble compliqué.
Je rentre au bureau avec la facture que je donne à son stagiaire, au stagiaire de Nico, en lui disant « Bon, bah là, plus de doute, donc je te propose de continuer à regarder sur le compte si tu découvres pas d'autres choses. » Évidemment, on tombe sur d'autres dépenses. Et ma collègue du juridique arrive et elle voit nos têtes en arrivant dans le bureau complètement dépitées. On lui dit « Écoute, assieds-toi. » Et elle nous regarde avec ses grands yeux en lui disant « Qu'est-ce qu'il y a, je suis viré ?» Et on lui dit « Ah non, crois-moi, on va avoir besoin de toi sur les journées qui arrivent. » Parce qu'on pense que Nico se sert clairement de l'argent de la boîte à titre perso. Donc on se met vraiment en ordre de marche pour se dire « Ok, on regarde les nouvelles dépenses, on regarde à quoi ça correspond et comment on peut les lier à lui. Est-ce que c'est lié à lui? Oui, non. » Et on arrive très vite à trouver des factures d'avion, des factures d'hôtel 4 étoiles avec des informations pour justifier ça sur les factures, sur des opérations qui n'ont jamais existé. Et on retrouve toujours sur ces hôtels 4 étoiles, sur ces billets d'avion, une publication sur l'Instagram de Nico qui correspond à tout ça. On comprend un petit peu mieux comment il fait pour financer ses vacances. Et on tombe un peu tous des nues, mais on se met vraiment en ordre de marche en se disant, on réfléchit pas, c'est très étonnant, mais on y va. On se dit, ok, là on a quelque chose d'assez important sous la main, on continue à chercher. Donc on retrouve des tonnes de billets d'avion, et au bout de, on va dire, une demi-journée d'investigation, on remonte à quasiment 40 000 € de dépenses qui ont été faites par lui pour son titre perso. Du coup, on va sur son Instagram et sur toutes ses publications et on prend un maximum de captures d'écran de son Insta par rapport à la destination où il était, par rapport au billet d'avion. Et avec ma collègue du juridique, on y va en disant « Ok, donc là, on doit monter un dossier hyper béton parce qu'on est mercredi, il revient lundi, donc il va falloir qu'on puisse accumuler un maximum de preuves pour que ça puisse tenir la route. » Le lendemain, en fin de journée, donc ça fait 48 heures qu'on a découvert toutes ces infos-là, on se rend compte qu'il fait aussi des virements PayPal pour des virements sur des faux clients. En tout cas, il utilise des clients qu'on a, nous, à l'agence, pour justifier ces virements PayPal, sauf que ces virements PayPal vont sur son compte directement. Il se fait après un virement PayPal, enfin, il s'organise pour que tout arrive sur son compte, et on arrive donc en 48 heures à pas loin de 100 000 € de dépenses qu'on a tous les trois retrouvées. On a dans l'équipe un rituel d'aller au Starbucks. Alors pas forcément tous les jours, mais en tout cas, l'un va commander pour les autres et à tour de rôle, chacun paye la tournée en fait Starbucks. Et on découvre à ce moment-là que même ça, c'est payé sur la carte de la boîte. Donc c'est juste un petit peu vexant à ce moment-là de se dire que finalement rien n'a été sincère. La dernière facture qu'on retrouve, c'est la facture de la fameuse bougie qu'il avait achetée au tout début de notre collaboration. Et finalement, je me dis que c'est là que tout a commencé. Le lendemain, j'organise un point avec mon boss pour savoir si Nico a plus de liberté avec l'argent que nous et que n'importe quel autre salarié. Et il me dit, écoute, oui, donc je le sens un peu dans l'hésitation. Et du coup, je sors le dossier sur lequel on a travaillé depuis 48 heures et je lui demande si ses libertés vont à hauteur de 100 000 €. Et à son visage, je comprends que pas du tout. Donc, suite à ce rendez-vous que j'ai avec mon boss, on se met encore plus en action de marche pour devoir aller donc trouver un avocat, aller chez l'avocat pour connaître la procédure et savoir déjà si notre dossier tient la route, parce qu'on a monté ça, mais on reste finalement assez sceptique, ou en tout cas vraiment dans le feu de l'action. Et du coup, on découle le fait de devoir aller déposer plainte, aller au commissariat pour pouvoir raconter toute l'histoire. Et on est vendredi à ce moment-là, le commissaire qui nous accueille nous dit « Bon, écoutez, très bien, bon dossier, en effet, il faut faire quelque chose. » Sauf qu'on est vendredi, on est en fin de journée, et du samedi, en gros, au lundi, on ne peut pas avoir accès au compte de quelqu'un, puisque les banques ne fonctionnent pas. Donc il va falloir attendre mardi pour qu'on puisse vraiment venir vers vous. Nico revient lundi de vacances, et mon boss me dit « Bon, on va devoir passer à l'action numéro 2, qui est l'accueillir comme si de rien n'était le lundi à son retour de congé. » J'ai dit à ceux qui ont monté le dossier avec moi, donc son stagiaire et celle du juridique, de ne pas venir, de rester chez eux pour ne pas avoir à le confronter, pour que ce soit plus simple pour eux. Et on attend du coup le retour de Nico, qui arrive normalement vers 9h au bureau, et il est 11h et il n'est toujours pas là. Donc on s'inquiète un petit peu de savoir pourquoi il n'est pas là alors qu'on l'attend réellement de pied ferme. Et on a toujours le stress de se dire, est-ce qu'on a liké une photo? Est-ce que quelqu'un lui a fait passer quelque chose? On est un peu dans ce stress qu'en fait qu'il ne vienne jamais. Et en fait, à 11h30, il arrive, où il nous envoie un message en nous disant « Mon avion a eu du retard, j'arrive dans 20 minutes, je suis dans le taxi. » Et c'est très étonnant de le retrouver après la semaine qu'on a passée, et son sourire qui est hyper avenant, et finalement peut-être juste faux. Et toute la perception du mec que j'ai à la base, avec qui j'ai passé 1 an en tête-à-tête dans le bureau, s'effondre un peu complètement. Donc c'est vraiment ce moment-là où en fait je dois complètement jouer avec lui pour pas qu'il sente qu'en fait on a tout découvert, mais c'est assez perturbant de me dire que en fait toute cette relation ne tenait rien, en tout cas pas grand-chose. Et au fond, je me demande qui est vraiment cette personne.
Dans l'après-midi, on se fait un point avec mon boss et mon boss me dit c'est bon, j'ai eu un retour des flics, on a les preuves de tout, donc tous les virements, etc. C'est bien sur son compte. Donc on va devoir organiser demain matin un point avec lui pour le convoquer à une heure précise et on aura deux gendarmes en civil qui seront là pour nous accompagner pendant cet entretien-là. Le mardi arrive, l'entretien est à 10h et on se voit juste avant et Nico me dit relou, j'ai un point qui a été calé avec le boss, ça va durer 3 plombes, trop chiant. Donc moi je suis pas dans la salle avec eux, je laisse le boss et la DG faire l'entretien et j'attends à l'extérieur avec du coup les 2 flics qui sont en civil. De l'autre côté de la salle, du coup, j'entends que mon boss lui remet sa mise à pied avec tout le détail de ce qu'on lui reproche. On l'entend nier et hausser le ton, et mon boss lui dit bah écoute, tu vas pouvoir t'expliquer avec telle personne, et c'est à ce moment-là où les flics en civil arrivent dans la salle pour du coup continuer l'entretien. Et ça se passe pas très bien à entendre les échanges et la voix qui hausse un petit peu. Ils sont là donc clairement pour le mettre en état d'arrestation, et c'est à ce moment-là où les portes s'ouvrent, et je vois du coup Nico avec les menottes au poignet. On se regarde dans les yeux, il tourne la tête. Je vois en fait mon collègue que je pensais connaître, que j'aime beaucoup en plus, se retourner et me regarder, et il a un flic de chaque côté, les menottes au poignet, et il s'en va. Et en me regardant, je pense que si il avait pu me tuer, il l'aurait clairement fait. Il a un regard qui a complètement changé. C'est-à-dire que j'ai toujours eu beaucoup de bienveillance pour lui et beaucoup d'accompagnement dans son regard. Et en 2 secondes, il comprend très bien qui est à l'origine de tout ça, de tout ce qui lui a été reproché. Et son regard est hyper flippant parce que déjà, je le connais pas comme ça. Et ce dernier regard me fait un peu froid dans le dos. Donc il part avec les flics et c'est à ce moment-là où il y a toute une pression qui retombe de la semaine qu'on a accumulée, quasiment la semaine. Et je m'effondre et me mets à chialer comme un gamin avec mes collègues. Je pars prendre l'air. Il y a plein de sentiments qui se mélangent à ce moment-là sur donc la pression qui retombe et surtout un sentiment où je me sens hyper bête. Enfin, tout est hyper clair avec le recul et je me sens très con de me dire on n'a rien vu avant, mais on aurait dû lui poser plus de questions et sa famille. Enfin, finalement, on connaît rien de lui. Avec le recul, c'est vraiment se dire ce sentiment un peu de trahison, mais surtout on se sent hyper bête. Il a, après donc toute cette histoire, été condamné à 15 mois de prison avec sursis et à rembourser la totalité des sommes qu'il avait volées. Je ne l'ai, après ça, jamais revu, jamais recroisé. Il m'a bloqué de tous les réseaux sociaux. Même LinkedIn, je n'ai aucune possibilité de voir s'il travaille aujourd'hui, etc. J'ai des potes qui l'ont croisé 1 ou 2 fois dans Paris, qui m'ont pris même des photos de lui de dos, etc. en me disant « Regarde qui je viens de croiser, Nico !» Mais j'ai plus jamais eu de nouvelles par aucun biais de cette personne. Et je n'ai absolument pas envie de lui parler. J'avais envie, en fait, après, de me dire « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Enfin, qui es-tu vraiment ? Il y a toujours ce sentiment qui est un peu resté de me dire « On a passé 1 an, on s'est tout raconté. Pourquoi t'as été si bête ? Est-ce que t'aurais pas pu le faire un petit peu plus subtilement et t'arrêter à la bougie ?» Vous venez d'écouter Transfert, épisode 160, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Réalisation, Victor Benamou. Montage, Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.